Donc, on va s'entretenir dans le cadre du festival Wheel of Green, de l'état de la planète, de ce que vous en pensez, de ce que vous en voyez. Je vous présente rapidement. Vous êtes navigateur, vous avez fait toutes les courses possibles, vous êtes détenteur du Tour du Monde en solitaire en 42 jours, un peu plus de 42 jours. Et du coup, le confinement, vous connaissez forcément, vous connaissez à distance, vous connaissez aussi bien les conversations à distance que vous faites avec vos équipiers et votre team quand vous naviguez. Qu'est-ce que vous dit ce confinement, d'abord, dans un premier temps? Comment vous l'avez traversé? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors, je suis obligé, si on parle de confinement, évidemment, de prendre un petit peu de marquer les différences qu'on a pu avoir dans le confinement qu'on a pu vivre ces dernières semaines avec le confinement qu'on vit en mer. Il y a quelques points communs, évidemment, et on va en parler, mais il y a des grosses différences fondamentales. La première, pour moi, c'est qu'un marin qui part en mer, et en ce qui me concerne, en tout cas, dans tous les projets que j'ai pu faire ces dernières années, c'est quelque chose de volontaire et de préparé. Partir faire un tour du monde, on met des années pour s'y préparer, on le souhaite, c'est volontaire. Et il y a toute une organisation des entraînements qui font que voilà, le jour J, on part et on s'y est préparé. C'est quand même assez différent de ce qu'on a pu vivre. La préparation a duré quelques heures. Voilà, je pense qu'une semaine, 10 jours, 15 jours avant, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Par contre, je pense peu de personnes, en tout cas, moi, je n'imaginais pas qu'on allait être confiné pendant 1 mois et demi, voilà, dans la situation dans laquelle on était. Donc, il y a quand même il y a eu une violence, une certaine brutalité dans la façon dont le confinement a été lancé cette année en France. Après, il y a évidemment un autre sujet qui est très, très différent, c'est que quand on fait des courses en bateau, ou quand on part en plaisance, en croisière, peu importe, c'est quelque chose de très positif. Hein. C'est du sport, c'est positif, alors que là, c'était pas le cas. On traversait une crise, des gens des gens mouraient. Donc voilà, la situation globale était beaucoup plus anxiogène que n'importe quelle course à la voile, aussi difficile soit-elle. On était quand même dans un contexte très, très différent. Néanmoins, il y a forcément quelques points communs que je trouvais intéressants. Le rapport au temps, qui pour moi, quand on est en mer, est très différent. Je ne dis pas qu'il va plus vite, moins vite. C'est juste un rapport au temps qu'on a, à notre temps, qui va passer différemment. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, on se réapproprie un petit peu le temps qui passe. On se pose peut-être des questions qu'on s'est posées tous, je pense, des questions qu'on ne se posait pas dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est pareil en mer. Quand on est en mer, on est quand même pour le coup, dans un espace-temps, parce qu'on se déplace aussi. C'est aussi une différence. Hein. Quand on part en mer, même si on peut être dans une petite cabine, etc., on a quand même la chance d'être dans grands espaces avec l'océan, toute la liberté que ça procure. Alors que là, on était confinés. J'ai eu la chance d'être confiné, moi, dans une maison en Bretagne avec un jardin. Donc, j'avais quand même un petit peu d'espace, bien moins que ce qu'on peut avoir quand on est en mer. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont été confinées dans des espaces très restreints, avec une privation de liberté très forte. Et ça, c'est quand même assez différent. Alors, François, on va parler un peu de ce que vous avez fait pendant le confinement, parce qu'il y a une différence fondamentale quand même, c'est que quand vous naviguez en solitaire, vous êtes quand même très occupé, il y a quand même beaucoup de choses à faire, on peut imaginer. Pendant le confinement, il faut trouver ses propres activités. Je voulais dire aussi, évidemment, à tous ceux qui nous suivent et toutes celles qui nous suivent, qu'évidemment, ils n'hésitent pas à envoyer leurs questions sur le compte Facebook du festival. Odile Deplat va les réceptionner et reviendra vous poser ces questions. On s'entretient, nous, une dizaine de minutes encore, et après, on laissera évidemment la parole à tous les festivaliers de Wheel of Green. Donc, ces activités qui vous occupent sur le bateau, là, elles étaient moindres, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, elles étaient moindres, tout est relatif. J'ai la chance d'être père de famille. J'ai eu la chance d'être confiné en famille avec 2 de mes enfants et ma femme, ce qui est une vraie chance. En revanche, en termes d'occupation, on devait s'occuper de nos enfants et travailler.
télétravailler en même temps. Alors, comment un marin peut télétravailler, ça peut paraître assez paradoxal, enfin surprenant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon métier de marin, il se passe en une partie sur l'eau, c'est celle qu'on voit le plus, mais une énorme partie en amont dans la préparation de nos courses, dans la construction de nos bateaux. On est en train de construire un bateau actuellement. Je suis une équipe d'une 60aine de personnes. Évidemment, la crise a bloqué, enfin voilà, on a fait qu'on se réadapte, bloqué des chantiers qui ont été arrêtés. Grosso modo, pendant tout le confinement, j'ai plutôt été très, très occupé entre les enfants à passer du temps avec eux, ce qui était absolument génial. Et enfin, voilà, j'ai vécu des super moments en famille, donc je ne m'en plains absolument pas. Par contre, j'ai malheureusement pas eu la chance ou l'ennui, j'en sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, de devoir trouver des occupations. J'étais dans un confinement qui était plutôt actif et voilà, tant au niveau du boulot, parce que ça a été quand même compliqué à gérer. Et voilà, gérer une équipe pendant cette période-là, gérer nos partenaires, enfin, il faut quasiment en permanence gérer cette crise. Donc voilà, donc moi, j'ai pas eu cette problématique de l'ennui. Et ça me manque presque. C'est vrai que j'aurais bien aimé quelque part m'ennuyer un petit peu ces dernières semaines, mais je n'en plains pas. Alors François, vous dites que c'est vrai que cette période a peut-être été propice, souhaitons-le, pour plein de monde à réfléchir un peu à la crise, peut-être aussi au monde d'après. On s'était vu il y a presque un an, en juillet dernier, au Salon du Bourget, avec Thomas Pesquet. On avait eu un entretien sur où va la planète, avec vos observations particulières, lui de l'espace et vous de la mer. Et vous aviez dit à cette époque-là que c'était compliqué, la crise climatique, parce que souvent les gens n'en avaient pas la perception tant qu'ils n'étaient pas touchés directement. Vous aviez donné l'exemple du 1,5 milliard de Chinois qui sont assez peu touchés quand il y a un ouragan qui détruit Haïti, et que c'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté directement à ça, la prise de conscience est parfois plus lente. Là, cette pandémie, elle a touché quand même l'ensemble de l'humanité, la moitié de l'humanité confinée, c'est quelque chose de totalement inédit. Est-ce que vous pensez que la prise de conscience sur l'état sanitaire de la planète et son état environnemental peut progresser? Oui, je crois que avec les propos que j'avais tenus, je les pense toujours. Avec Thomas, on est assez d'accord avec ça. C'est que tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose d'une manière très directe, d'une manière physique ou émotionnelle, c'est difficile d'agir. Et donc, on peut comprendre d'une manière intellectuelle. euh, il faut comprendre la situation dans laquelle on est au niveau environnemental. Néanmoins, c'est vrai qu'on on peut essayer de le conceptualiser, mais c'est difficile d'agir, ce qui n'est pas impossible, attention, mais c'est plus difficile d'agir uniquement par rapport à des faits comme ça de projection intellectuelle. En revanche, quand on est confronté à quelque chose directement d'un point de vue physique, où je crois beaucoup aussi au pouvoir de l'émotion, je pense que ça nous aide, enfin, c'est plus facile de passer à l'action. C'est la chance éventuellement qu'on a avec Thomas, enfin, par exemple, pour citer Thomas Pesquet, il a une chance extraordinaire, c'est de voir la planète, de prendre du recul et être capable de voir la planète. Oui, on peut voir des photos, on peut voir les photos de Thomas, on peut comprendre. Je pense que tant qu'on n'est pas confronté directement à cette émotion liée à voir physiquement la planète sur laquelle on vit, il va imaginer évidemment que c'est un système, qu'elle est bien ronde, pour ceux qui en doutent. Mais c'est pas si simple. La crise du Covid est forcément un drame humain, donc je ne voudrais surtout pas le négliger. Néanmoins, elle a en effet eu cette chance de mettre quasiment plus de la moitié de l'humanité face à cette crise. Tout le monde était concerné, tout le monde a été confié, enfin tout le monde, plus de la moitié de l'humanité a été confinée, ce qui est quelque chose qui est quand même, en tout cas dans l'histoire, remarquable, et confronté en plus au même problème à un moment donné. Et ça, je pense que c'est en effet intéressant parce que quelque part, ça peut et il faut que c'est un pouvoir fédérateur face à un problème. Alors malheureusement, on l'a vu, hein, dans ces situations-là, je pense qu'il y a le meilleur de l'homme, mais aussi le pire. Donc
il y a des gens qui se fédèrent, il y a aussi des gens qui s'éclatent. Mais voilà, en tout cas, le fait d'avoir tous été confrontés à ça en même temps, je pense, nous permet de dire attention, là, on a vécu tous ensemble quelque chose et on comprend, enfin, je crois, je pense, j'espère beaucoup qu'il y a une autre crise. On en a parlé pendant justement cette crise sanitaire. On a beaucoup parlé, je pense, plus que ce qu'on a pu faire auparavant, d'autres crises à venir, crise environnementale et crise sociale. Enfin, voilà, ça nous permet de mettre le doigt sur quelque chose et surtout de finalement se rendre compte, nous tous humains, on est sur le même bateau, la planète. Il a fallu et il faut aujourd'hui toujours, parce que cette crise sanitaire malheureusement n'est pas terminée, même si en France on est déconfiné, il y a toujours des gens qui meurent. Donc on a toujours cette crise à gérer dans les semaines et mois qui viennent. Et on a d'autres crises à venir et il faut qu'on arrive à être solidaire et à agir pour faire face à ça. Et est-ce que vous pensez qu'avec le ralentissement, voire l'arrêt de certains secteurs économiques importants, notamment dans le voyage, est-ce que la manière de relancer l'économie, qui va être probablement un peu différente selon les États, selon les pays et peut-être les priorités choisies par les gouvernements, est-ce que vous pensez que c'est l'occasion justement de revisiter le modèle économique, de dire il y a des choses qu'il ne faut plus faire? Évidemment, c'est une opportunité qui est extraordinaire pour changer les choses. On a vu qu'une telle crise, il va y avoir une réorganisation de tous nos secteurs d'activité. Le secteur dans lequel je suis, la course au large, évidemment, va être impacté d'une manière très très forte. L'a été ces derniers mois, des courses ont été annulées, d'autres courses vont être repoussées, annulées probablement dans les semaines qui viennent. Le sponsoring va être touché par la crise économique qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre dans les mois qui viennent. Donc voilà, et c'est le cas dans plein de secteurs, malheureusement. On peut soit s'en attrister, soit se dire voilà, il va falloir quelque part reconstruire et c'est une opportunité pour essayer de reconstruire d'une manière différente et d'une manière plus adaptée quelque part au monde de demain. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que ça va être facile? Probablement pas. Ça va être plutôt très difficile. Mais en tout cas, on a l'opportunité de profiter de cette crise et des réorganisations et reconstructions à venir pour changer la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous qui êtes un voyageur par essence, pas à l'essence, mais par essence, du coup, est-ce que vous pensez qu'on va revisiter aussi cette notion de voyage? Là, déjà, on s'aperçoit que cet été, les gens ne rejoindront pas forcément les destinations auxquelles ils auraient pu penser il y a encore quelques mois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester plus près de chez soi ou au contraire continuer à voyager, peut-être pas toujours en avion? Comment est-ce que vous voyez ça? Évidemment, c'est vrai que moi, j'ai découvert mon jardin, j'ai découvert le champ à côté de ma maison. Enfin, on a tous redécouvert des petits trésors qui a à proximité immédiate de là où on vit. Voilà, moi, depuis que j'ai eu la chance, depuis que je suis enfant, de voyager avec mes parents, de voyager en bateau, de voyager aussi en avion. Est-ce qu'on pourra demain, est-ce que moi je pourrais avec mes enfants voyager comme j'ai pu voyager quand j'étais enfant? Probablement pas. Il va falloir changer certaines choses. Clairement, avec ma femme, on rêvait ces dernières années je rêve de Nouvelle-Zélande, on rêve de Polynésie. Enfin, il y a plein d'endroits dans le monde que je connais pas et que j'ai envie de découvrir. Je sais pas comment ça va se passer dans les années qui viennent, mais en tout cas aujourd'hui je me pose clairement la question. Et en plus j'ai la chance de faire du bateau, donc et c'est pour ça que je veux pas l'imposer à tous évidemment. Enfin je peux pas dire on ne peut plus prendre l'avion, c'est pas possible. Et j'ai moi-même aussi un enfant qui est franco-norvégien, donc je sais pas comment on va s'organiser dans les années et mois qui viennent, mais à un moment donné on peut pas empêcher de se déplacer et de voyager. Ce que je me rends compte, par contre, et ça, c'est quelque chose de formidable, j'ai eu la chance, enfant, de voyager en bateau à voile avec mes parents, de découvrir quand même une grosse partie de l'Atlantique et des pays, évidemment, autour de l'océan Atlantique. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, parce que quelque part, uniquement avec le vent, j'ai eu la chance
voyager. Et ça, je pense qu'il faut pas arrêter de vouloir voyager ou arrêter de vouloir explorer le monde, de vouloir échanger avec d'autres pays, avec d'autres cultures, parce que c'est fondamental. Il faut juste le faire différemment. Et en effet, on ne va pas pouvoir prendre des avions pour faire des allers-retours, des longs courriers en faisant des allers-retours à la journée ou pour quelques jours. C'est pas possible. On ne peut pas. C'est physique. On ne pourra pas se le permettre. Moi, alors, je suis marin et voileux. Je construis des bateaux. J'ai envie de me dire que que le voyage en bateau à voile, par contre, est possible et qu'il y a un potentiel quelque part du bateau à voile qui est énorme parce qu'il permet de se déplacer sur la Terre, de continuer à voyager, continuer à explorer, continuer éventuellement, pourquoi pas, à transporter des biens, des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, c'est dans ma tête depuis pas mal d'années, mais là, ça ne fait que émerger. Et je me dis qu'il faut vraiment en profiter de cette chance qu'on a de pouvoir se déplacer sur la planète avec un bateau à voile. Merci François. Alors on va se tourner vers Odile Deplat qui va nous dire quelles sont les questions des festivaliers. Bonjour François Gabard, bonjour Rémi, bonjour à tous. Et donc merci de poser vos questions dans les commentaires Facebook. Alors on a, à propos de la voile et justement et du voyage, on a une question d'Arthur Levaillant qui se demande comment vous imaginez l'avenir de votre sport, hein, du sport, et si la voile est un sport d'avenir justement. Bonjour Arthur. Oui, j'ai l'impression que peut-être vous connaissez, vous tutoyez. Oui, on peut tutoyer, on peut évidemment. Non, mais c'est des questions qu'on se pose avec Arthur en effet depuis longtemps. La course au large, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a un impact environnemental. Aujourd'hui, on construit des bateaux en carbone. L'impact de la construction de nos bateaux n'est pas neutre. On ne peut pas dire c'est parfait ce qu'on fait. Quand on fait de l'événementiel sportif, le départ du Vendée Globe dans quelques mois au Sable d'Olonne, il y a des millions de personnes qui viennent au Sable d'Olonne. Ils viennent en voiture. Enfin, l'impact de nos courses n'est pas neutre. En revanche, ce que je disais, mine de rien, la base même de notre sport, ça reste quand même d'utiliser le vent, d'utiliser l'énergie renouvelable pour se déplacer, pour faire des courses. Et ça, c'est quand même quelque chose de super intéressant. La course au large, on doit se poser des questions. On ne peut pas dire c'est super ce qu'on fait, c'est parfait, on n'a rien à changer. On n'a pas le droit. Et personne, de toute façon, dans aucun secteur, je pense, d'activité, on peut rester indifférent à ce qui s'est passé ces derniers mois. Et d'une manière générale, un monde qui évolue, on doit toujours se transformer. Donc, la course au large doit se poser des questions qui peuvent faire mal. Voilà, faut vraiment se remettre en cause. En revanche, on ne peut pas rien faire parce que je pense qu'on a un potentiel avec nos bateaux pour faire des choses remarquables. Et dans le monde du sport, le sport d'une manière globale doit se poser des questions. Et je crois que le sport a un vrai rôle dans notre société et doit jouer un rôle dans la société de demain. La course au large a un rôle et doit se transformer, se modifier, mais continuer à apporter le rêve, l'inspiration et pourquoi pas continuer à explorer cette piste de l'imaginaire, de l'exploration dont l'humain, je crois, a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont besoin de ça. Donc, on a quelque part, nous, la course au large, on a plein d'ingrédients pour faire quelque chose de remarquable. On fait, je pense, partie des sports qui, s'ils se transforment d'une manière intelligente, peuvent vraiment rebondir après cette crise d'une manière super intéressante. Donc voilà, je crois beaucoup en la course au large. J'y ai vécu des années extraordinaires. Je pense qu'on a encore des belles années à faire et je pense que le rôle de notre sport, le rôle sociétal, peut vraiment on a un grand impact et un grand rôle à jouer dans les années qui viennent. François, est-ce que c'était le sens du manifeste Mer Concept que tu as lancé avec d'autres?
Ouais, alors moi, comment on est organisé, j'ai une société qui construit des bateaux, en l'occurrence pour la Massif, gère des bateaux donc en course. Je suis skipper donc du trimaran Massif. On construit aussi des bateaux pour Apivia, qui va faire le Vendée Globe, donc avec Charlie Dalin. Donc voilà, on est une société qui gère des bateaux de course. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je crois profondément que notre entreprise a un rôle à jouer dans la course au large. Et je crois aussi que les sociétés ont un rôle à jouer dans la transformation de notre société nécessaire dans les mois et années qui viennent. Donc, je crois, on travaille sur le principe d'entreprise à mission. On a donc rédigé un manifeste, une mission. C'est vraiment des chantiers qui sont en cours. Parce que je pense qu'une entreprise privée comme la mienne doit avoir un rôle, au-delà du simple business, doit avoir un rôle sociétal. J'y crois beaucoup et je pense que c'est un modèle d'entreprise qui a de l'avenir dans les années qui viennent. Et c'est le rôle, je pense, de Merconcept. Dans la course au large, on est leader quelque part dans ce sport-là et on doit être leader de la transformation de ce secteur-là. C'est pas facile, hein, c'est ambitieux quelque part, mais voilà, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Et je crois aussi que la transformation de la course au large doit dépasser quelque part le cadre de notre sport. Et je pense d'une manière générale au monde maritime. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On invente des bateaux extraordinaires pour aller le plus vite possible, pour gagner des courses. Toutes les inventions autour de nos bateaux de course doivent servir le monde maritime de demain, la plaisance, le transport maritime, la pêche. Je pense qu'il y a plein de transferts technologiques à opérer vers d'autres domaines du monde maritime et on doit avoir un rôle à jouer dans ces transferts technologiques. Alors, je rappelle à tous les festivaliers qui peuvent poser des questions et qui doivent poser des questions. Oui, alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, François, et sur l'avenir de sport, j'ai lu que vous parliez de la possibilité d'utiliser le vent dans le transport maritime. Alors, on peut imaginer même dans le transport touristique aussi des énormes bateaux à voile, réellement, à l'avenir. Enfin, moi, ça m'a fait rêver. Moi, j'y crois énormément. Finalement, quand on regarde l'histoire du bateau, les bateaux existent depuis des milliers d'années. Le moteur, c'est assez récent dans cette histoire-là, ça a quelques décennies, un peu plus d'un siècle. Et finalement, pourquoi demain, on ne serait pas capable de se déplacer sur la planète en utilisant le vent, se déplacer des personnes et ou déplacer des biens. Alors ça ira de fait probablement moins vite que l'avion. Encore que, on fait des progrès qui sont quand même assez intéressants. Aujourd'hui, on est capable de traverser l'Atlantique en un peu plus de 3 jours sur un bateau à voile. C'est quand même, moi, je trouve ça me dépasse tellement. Je trouve ça fabuleux. Faire un tour du monde en 40 jours, c'est juste et uniquement en utilisant du vent. Donc voilà, je crois beaucoup en effet au retour de la voile. Alors, je pense que ça se fera probablement d'une manière un peu hybride dans les années qui viennent. Peut-être qu'on peut être déjà sur un bateau classique, un bateau à moteur. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot classique, peut-être pas ce nom classique justement du moteur depuis quelques années. On peut peut-être mettre des voiles. Il y a des entreprises qui travaillent aussi sur des kites, des ailes de kites, qui permettraient déjà peut-être de diminuer un petit peu la consommation de carburant dans le transport maritime. Imaginons simplement si on pouvait gagner 10, 15, 20%, baisser la production de carburant dans le transport maritime de quelques pourcents. L'impact, il est phénoménal. Et quand on parle du transport maritime, alors c'est vrai que moi, c'est mon métier, je fais de la voile. Il y a peut-être des gens qui se sentent un peu étrangers à ça. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que 90% des biens que l'on consomme transitent par le transport maritime, qu'on le veuille ou non, même si on ne vit pas près de la mer, même si on n'est pas intéressé par les bateaux, et je le comprendrai très bien. Aujourd'hui, on consomme des biens qui se transportent par la mer. Donc,
on est tous concernés par cet enjeu du transport maritime. Et aujourd'hui, on peut clairement et techniquement, on est capable de le faire. On peut améliorer grâce au vent. Peut-être déjà, et ça, c'est une réflexion sur la consommation, toujours consommer. On a une notion de vitesse dans la consommation. Peut-être que si les cargos iraient déjà un petit peu moins vite, il ne suffit pas grand-chose. Et donc, accepter que des biens mettent un petit peu plus de temps pour venir d'Asie vers l'Europe ou d'Amérique vers l'Europe ou inversement, on aurait déjà des progrès considérables. Mais utiliser le vent pour déplacer des marchandises ou des personnes, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Enfin, ça marche. On a tous les éléments finalement techniques pour le faire. Forcément changer beaucoup de choses. Ça va pas se faire du jour au lendemain et c'est pas si simple que ça à mettre en place. Mais on a quand même en tout cas les connaissances techniques pour être capable de faire des bateaux à voile qui transportent des marchandises. Et alors, à propos de la pollution des océans, alors qui est due en partie aux bateaux à moteur et à l'utilisation de pétrole, Manuel Pinto nous pose cette question, enfin vous pose cette question. Combien de temps faudra-t-il, à votre avis, pour nettoyer les océans? J'imagine qu'en tant que navigateur, vous avez aperçu cette pollution, pas visible en tout cas déjà. Alors malheureusement, je suis incompétent pour être capable de répondre précisément à cette question. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport aux océans. Donc, je suis désolé, hein, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas je ne suis qu'un marin. J'essaie juste de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et ce que j'ai compris, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'océan a un rôle, c'est une certitude, a un rôle dans l'équilibre global de notre planète qui est majeur et fondamental. Et je pense à une notion d'inertie très très forte. Grâce à la mer et grâce à l'océan, il y a des dérèglements terrestres qui sont quelque part un petit peu absorbés par les océans. En revanche, vu qu'il y a de l'inertie, ça peut-être nous sauve actuellement parce que les dérèglements qu'on a causés, quelque part, on est un petit peu sauvé par les océans. Malheureusement, je pense que les méfaits, quelque part, qu'on a pu causer à l'environnement et plus directement à l'océan vont mettre des années à être réparés. Voilà, c'est quelque chose, c'est un système qui a beaucoup d'inertie. Mais malheureusement, je ne saurais pas répondre. Dans les pollutions aux océans, elles sont multiples et variées. On peut parler évidemment des plastiques, parce que encore une fois, c'est une pollution relativement récente. Hein, ça n'existe que depuis quelques dizaines d'années. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les macroplastiques, les gros plastiques, on peut imaginer les ramasser sur les plages, les prélever. En revanche, un des vrais problèmes et qui n'est pas visible, c'est les microplastiques. Donc, le plastique se fragmente et puis à un moment donné, il n'est pas visible. On ne le voit pas. On peut passer en bateau sur des microplastiques sans le voir. En revanche, les poissons, ils les consomment, ces microplastiques, ou quelque part indirectement, si on consomme des poissons, on les ingère. Et a priori, c'est pas très très bon pour notre santé. Et comment résoudre ce problème des microplastiques? Je ne sais même pas si on va y arriver. Et attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Je dis juste qu'en tout cas, il y a un problème à gérer avec les plastiques, ça c'est une évidence. On doit transformer notre façon de vivre avec le plastique. Il faut absolument bannir le plastique à usage unique à très très court terme, transformer l'utilisation du plastique à usage non unique et arriver à trouver des systèmes circulaires pour être capable de le recycler et quelque part qui ne termine pas dans la nature et un jour ou un autre dans les océans, hein, parce que par gravité, quelque part, n'importe quel plastique à une échelle de temps donnée va finir dans les océans. Voilà, on a plein de choses à transformer. Il faut continuer à réfléchir à comment réparer les dégâts qui ont été faits. Malheureusement, il y a probablement certains dégâts qui sont aujourd'hui irréversibles, ce qui ne remet pas en cause nécessairement notre survie à nous. Je fais partie des gens optimistes qui croient qu'on peut y arriver, mais certains des dégâts qu'on a causés à la planète, malheureusement, sont probablement irréversibles. Il faut en effet faire le lien peut-être entre
la pollution terrestre et la pollution marine. En fait, les gens pensent que quand ils jettent un mégot en ville, ça ne concerne pas la pollution marine, mais en fait, en effet, avec les rivières, avec les transferts de tous ces plastiques et de ces microplastiques et des détergents aussi, en fait, ça affecte énormément l'espace marin. Bah, on ne peut pas penser la problématique actuelle sans penser d'une manière très systémique et très globale. Évidemment, tout est lié et c'est pas pour autant. Donc tout est lié et l'attaque des océans et des mers a aussi des conséquences derrière pour les terriens. On peut pas simplement dire je vais pas faire du bateau et on n'est pas sur les océans. On mange pas de poisson, donc ça me concerne pas. C'est pas vrai. Évidemment, tout est lié. Donc, on doit avoir une vision globale de ce projet-là. On doit avoir une vision globale de l'ensemble des échanges et des interactions qu'on a avec notre environnement. Et en effet, on sait bien que un petit quelque chose à un endroit de la planète a des répercussions à un moment donné à l'autre bout de la planète. Est-ce que vous avez vu ces fameux océans de plastique dont on parle régulièrement? Alors, des plastiques et des macroplastiques et des plastiques loin des côtes, oui, j'en ai vu. Et c'est assez terrible parce qu'on peut naviguer plusieurs jours, être au milieu de ce qu'on pense être quelque chose de très sauvage, et hop, on croise un plastique ou on croise un porte-conteneur avec l'odeur du carbone. Enfin bref, on est toujours très, très touché quand on pense être dans un endroit très sauvage. On se rend compte que même là, la pollution est présente. En revanche, c'est ce qui est terrible et c'est ce dont on parlait d'ailleurs avec Thomas Pesquet l'an dernier. On ne voit pas forcément les pollutions les plus graves. Et je reviens sur les microplastiques. Ils ne se voient pas. Enfin, non, je suis désolé en tant que marin, je n'ai pas pu comptabiliser. On le voit pas. Et c'est ça qui est le plus sournois, c'est que les choses qu'on voit pas. Encore une fois, on revient sur le problème de l'intellect, on peut le comprendre et je le remets évidemment pas en cause. Il y a des scientifiques qui ont fait des prélèvements, il y a des études très détaillées sur l'ensemble de la planète qui sont indiscutables. Il y a des microplastiques et il y en a partout et malheureusement, même à l'autre bout de la planète, un petit peu moins à l'autre bout de la planète et loin des zones habitées, mais il y en a partout. Mais vu que c'est peut-être pas aussi visible que sur une plage à proximité immédiate de la population, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de se rendre compte de la dangerosité de cette pollution-là. Alors, je rappelle quand même à tous les marins et tous les terriens qui peuvent poser leurs questions sur le compte Facebook du festival We Love Green et sur le site dumonde.fr, évidemment. Alors, j'en ai une de Mathieu DLS. Comment faire pour la logistique lors des courses au large, la casse, le transport des équipes techniques en avion? J'imagine que tout ça a un impact aussi. Oui. Bah, c'est vrai que ça fait partie des transformations nécessaires de la course au large. Aujourd'hui, c'est difficilement acceptable. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas, que je n'accepterai pas. On ne peut pas se dire, par exemple, on va faire une course en bateau à voile qui est capable de traverser l'Atlantique et de ramener le bateau sur un porte-conteneur. Enfin, c'est difficilement entendable. En tout cas, on comprend bien que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Donc, il faut réfléchir. Je ne dis pas que c'est nécessairement toujours le cas. Hein. Ça a été le cas sur certaines courses. Mais on a la capacité d'inventer des courses où notre impact serait le plus faible possible. Et difficilement nul, le plus faible possible. Donc, la logistique de nos courses. Alors, on a des tours du monde. Les courses les plus populaires qu'on a en France, je pense au Vendée Globe, qui va partir dans quelques mois, il y a cette force assez extraordinaire. On part de France, des Sables-d'Olonne, en Vendée, on va faire un tour du monde, on revient au même endroit. Donc finalement, la logistique autour de cette course est assez, la logistique technique en tout cas, est assez faible. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, on peut considérer que
parfaitement inutile de faire un tour du monde et d'avoir les impacts malgré tout pour une personne qui va pas, a priori aujourd'hui, en tout cas, qui va pas transporter de marchandises, qui va pas découvrir d'autres pays. Ça peut paraître inutile. Néanmoins, je pense que ça fait rêver des millions de personnes. Et grâce à ça, je pense que ça peut et ça a un rôle dans notre société. Mais en effet, nous devons, nous marins, sponsors, organisateurs de courses, repenser nos modèles pour éviter en effet de prendre l'avion autant que ce qu'on a pu faire ces dernières années. Peut-être qu'on peut imaginer sur nos bateaux amener, alors, quand on est en course, on essaie d'être le plus léger possible. Donc forcément, sur les bateaux, on prend que ce qui est nécessaire pour aller le plus vite possible sur nos courses. Peut-être qu'en rajoutant quelques éléments, si on rajoute tous les mêmes éléments, peut-être qu'on peut être beaucoup plus autonome en termes de logistique que si on arrive à l'autre bout du monde. Peut-être qu'on peut avoir tous à bord de nos bateaux des éléments qui nous permettent d'être plus autonomes et de ne pas avoir besoin d'une équipe aussi importante qui va transiter en avion pour aller faire un tour du monde par escale. Il y a plein de choses à penser et à imaginer. Et la logistique autour de nos courses doit être repensée. On parlait des départs de course, hein, donc le Vendée Globe au Sable d'Olonne dans quelques mois. On doit imaginer et penser des nouveaux modèles aussi pour amener le public au Sable d'Olonne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer. Alors, il y a des trains, et ceci dit, il y a des lignes spéciales de trains qui sont prévues jusqu'au Sable d'Olonne au départ de Paris pendant la période d'hiver. Donc, c'est un super. C'est déjà quelque chose qui a été fait. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets déjà depuis de nombreuses années. Donc, faut absolument pas négliger le travail qui a déjà été fait. Mais il y a encore des choses à améliorer pour que le transport du public aussi vers les lieux de départ, d'arrivée de course soit optimisé. Et je crois, j'aimerais, parce qu'on a vécu un confinement ces derniers mois, je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut que des gens se rencontrent, des gens, on a besoin d'avoir des événements fédérateurs et le sport fait partie d'une manière générale d'une activité dans laquelle voilà, les gens d'une ville vont au stade pour aller voir un match de foot, vont au Sable d'Olonne pour voir le départ d'un Vendée Globe. Et on a besoin, nous, humains, de se rencontrer à des moments donnés. Et ça veut dire forcément se déplacer, ça veut dire avoir un impact. Alors, est-ce qu'on peut le faire autant que ce qu'on a fait ces dernières années? Peut-être qu'il faut le faire un petit peu différemment, d'une manière plus modérée. Mais je pense qu'on a besoin, on le voit bien, c'était pas simple ce confinement et on a besoin de vivre ensemble et on a besoin de contact physique et on a besoin de grands événements sportifs, artistiques qui nous permettent de vivre de belles choses ensemble. Alors j'ai une question, excuse-moi Rémi peut-être. Non, la pandémie a mis un coup d'éclairage un peu particulier sur les grands bateaux de croisière où les gens étaient confinés avec donc une circulation du virus qui a été assez foudroyante dans certains cas. Mais avant même cette pandémie, il y avait déjà des débats assez vifs sur ces grands bateaux de croisière avec des milliers de personnes, notamment qui envahissent Venise ou qui polluent le port de Marseille. Quel est votre regard sur ces grandes croisières à 3-4 000 sur un bateau? Mon regard, mettons des voiles. Encore une fois, je reviens un petit peu sur le sujet. Continuons. On a besoin de voyager tous. Enfin, je pense que c'est important et voilà, la chance de pouvoir découvrir le monde est important. Donc, il faut juste transformer ce secteur d'activité. Mettons peut-être des moyens de propulsion plus propres dans les mois et années qui viennent et pourquoi pas, encore une fois, utilisons le vent quand c'est possible pour se déplacer. Alors, le modèle sera un petit peu différent, peut-être qu'on n'ira pas à la même vitesse, peut-être qu'il faudra accepter d'aller un petit peu moins vite. Il faudra peut-être accepter que les horaires soient aussi un petit peu moins bien respectés, parce que des fois il y a du vent, des fois il n'y a pas de vent. Mais continuons à explorer le monde avec des bateaux d'une manière différente et
et profitons du vent qui souffle et qui va continuer à souffler sur nos océans pour se déplacer. Alors, à ce sujet, j'ai Chris Hayes qui pose cette question. Utiliser le vent qui produit l'énergie nécessaire directement depuis l'embarcation, est-ce possible? Alors oui, on peut avoir une éolienne sur un bateau. Alors c'est ce qui nous sert d'ailleurs sur les bateaux de course. On a souvent des éoliennes qui nous permettent de produire de l'énergie. Cette énergie nous sert à la vie à bord, à l'électronique, au pilote automatique, à la lumière, enfin voilà, à tous les éléments, parce qu'on a besoin d'énergie à bord d'un bateau, même à bord d'un bateau à voile. On peut alors imaginer avoir une éolienne, produire de l'énergie a priori électrique, mais encore que, enfin, il y a plein avec l'hydrogène, il y a plein de manières de stocker de l'énergie sur un bateau, et après réutiliser cette énergie grâce à un moteur pour faire avancer un bateau, c'est possible. C'est techniquement possible. Après, on sait bien qu'à chaque fois qu'on transforme des énergies, il y a toujours un petit peu de perte. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas inventé mieux que l'utilisation directe du vent dans une voile ou dans une aile pour faire avancer un bateau. Donc, essayons d'être créatifs, ne nous fermons aucune porte, parce qu'on a bien vu, et ça, moi je crois en l'innovation et au progrès technique. Je pense qu'il ne faut pas dire arrêtons tout, revenons au système comme avant. Je fais partie de ceux qui croient au progrès, mais ne faisons pas n'importe quoi et essayons d'être efficaces dans notre manière d'utiliser l'énergie et qui est à notre disposition. Et aujourd'hui, l'énergie du vent est quand même assez fabuleuse et extraordinaire. Alors, Sylviane Marchand nous demandait, alors c'est une question beaucoup plus générale, mais c'est quoi le monde d'après selon vous, puisqu'on en a beaucoup parlé de ce monde d'après? Est-ce que c'est le monde dont je rêve ou est-ce que c'est le monde probable? J'en sais rien. En tout cas, c'est tel que je l'imagine et je l'espère, le monde d'après, il est forcément différent. Parce que je crois fondamentalement qu'être immobile, c'est pas vivable. Donc on doit se transformer, on doit évoluer. Et je crois, j'espère, je pense, et je milite pour qu'il soit meilleur. Meilleur à tout point de vue, et enfin on a chacun nos prismes, et je pense que voilà, justement d'ailleurs la diversité de nos points de vue fait partie de nos richesses, mais un monde où voilà certaines choses qui peuvent être choquantes aujourd'hui, certaines inégalités, certaines absurdités ne soient complètement absentes, je ne sais pas, mais en tout cas réduisent fortement. C'est ce qu'on peut espérer en tout cas. Et alors, à propos de ce changement de la course au large, il y a un collectif avec lequel vous travaillez, je crois qu'il s'appelle La Vague, et qui cherche justement à mettre à jour en fait ces questions écologiques de la course au large qui sont souvent ignorées en fait. C'est vrai que c'est un sport qui a une image comme ça très écolo, et vous reconnaissez dans ce collectif que pas toujours. Non, cette conférence. Je pense que la voile reste, enfin encore une fois, reste un sport mécanique assez extraordinairement propre, mais pas parfait. Et voilà, l'enjeu c'est de dire attention, on a quand même un impact. Faisons en sorte, est-on capable de juger aujourd'hui si l'impact négatif, principalement environnemental, est compensé par tous les autres impacts positifs qu'on peut avoir sur la société? C'est malheureusement une question auquel je ne sais pas répondre aujourd'hui, où justement un collectif comme La Vague peut permettre d'essayer de rassembler des personnes pour essayer de répondre à cette question et surtout transformer notre secteur d'activité, voilà, pour faire en sorte d'être plus adapté au monde de demain. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, que je trouve remarquable, là aujourd'hui les personnes probablement qui écoutent ce think tank sont français. On a en France, en fait, la course au large telle qu'elle existe, c'est quelque chose qui est très, très, très populaire et développé en France. Le reste du monde, alors beaucoup de gens font de la voile, mais c'est vrai qu'on est, nous, Français, très bons dans ce domaine-là. Enfin, je veux dire, et dans le monde maritime, d'une manière générale aussi, enfin, on a la chance, et à des moments, nous, Français, on a toujours tendance à un petit peu se critiquer ou
pas estimer les choses qu'on sait bien faire. Et honnêtement, la France a probablement un rôle très important à jouer dans le monde maritime. On est bon en course large, mais on est bon d'une manière générale en plaisance. On a des constructeurs de bateaux très, très, très forts dans le transport maritime. Enfin bref, clairement, je pense que ça fait partie des niches dans lesquelles la France a des atouts assez extraordinaires. Et dans la course au large, il se trouve, encore plus qu'en France, en Bretagne, dans un petit territoire, il y a énormément d'activités dans la course au large. Une grosse partie des meilleurs bateaux au monde sont construits aujourd'hui sur un petit territoire. Et ça peut être notre limite aujourd'hui, parce que clairement, on fait partie de sports qui s'internationalisent. Je pense au Vendée Globe, encore une fois, je crois qu'il y avait 12 ou 13 nationalités présentes au dernier Vendée Globe, je crois, en tout cas plus d'une dizaine, sur une trentaine de participants. Donc ça reste une spécialité franco-française. Néanmoins, il y a déjà une internationalisation qui est en train de s'opérer, mais qui est aussi aujourd'hui un petit peu la limite de notre système. On n'est pas aussi développé que certains sports comme le foot, ou même dans d'autres sports auto comme la Formule 1, qui est très mondialisé, présent dans tous les pays, sur tous les continents. Ce n'est pas notre cas, ou en tout cas d'une manière beaucoup plus marginale. En revanche, on a la chance d'être un petit milieu où on se connaît relativement bien. On s'apprécie souvent, d'ailleurs, nous, marins, et de manière générale, les techniciens et toutes les personnes qui opèrent dans ce secteur d'activité. Et il se trouve, par exemple, qu'avec la vague, on s'est rendu compte qu'en fait, en quelques coups de téléphone, en quelques échanges, on arrive à regrouper, c'était donc au mois de janvier ou février à Lorient, des centaines, je crois entre 300 et 400 personnes, qui représentent peut-être au moins, enfin en tout cas qui sont des personnes qui ont un impact dans la course au large mondiale. Et je pense que c'est peut-être aussi de nos atouts dans les mois qui viennent, c'est qu'on est un milieu qui a une capacité probable de se transformer très rapide, parce que finalement, on est un petit milieu sur un espace géographique relativement restreint, où on se connaît vite, et donc on est peut-être, je l'espère, je le crois, capable de changer notre sport, changer les règles du jeu assez rapidement pour que ce soit plus adapté au monde de demain. Et ce qui est le cas de ce mouvement, de la vague, qui a super bien marché, qui quelque part s'est un peu accéléré pendant cette crise du Covid. On a, je crois, au sein de ce mouvement et autour de ce mouvement, plein de personnes influentes qui peuvent clairement avoir un impact et une transformation forte dans notre milieu. Écoute, merci François pour cet optimisme et surtout pour cette évocation du large dont on a été privé tous ces derniers mois, en espérant qu'on pourra se voir bientôt en Bretagne ou ailleurs. Merci Odile, merci aux festivaliers à distance qui ont suivi cette discussion. Et rendez-vous donc à 14h pour le prochain débat avec Bertrand Adré, qui est PDG d'un fonds d'investissement et qui sera interrogé par Isabelle Henbel, qui est journaliste au Monde, et qui posera la question de justement, est-ce que une finance verte est possible? Est-ce que la finance a un rôle à jouer dans la reformulation d'un nouveau modèle économique, ou est-ce que les tentatives de greenwashing sont plus importantes que les sincérités? Donc, à voir à 14h sur le site.